Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Nous sommes dimanche 11 septembre 2022. Ce dimanche 11 septembre, le chef de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a effectué une brève visite dans notre pays. Il s'est notamment entretenu avec le président de la République Mohamed Bazoum et les échanges ont essentiellement porté sur la situation sécuritaire dans la zone des trois frontières, zone à laquelle appartiennent les deux pays. Je propose de suivre le résumé de cette visite avec nos reporters Ibrahim Abdou et Adam Soumana. C'était dans les environs de midi que le président de la transition burkinabé, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a foulé le tapis rouge déroulé en son honneur au perron de la présidence où l'attend son homologue et frère nigérien Mohamed Bazoum. Après les salutations d'usage, le chef de l'État du pays des hommes intègres qu'accompagne une forte délégation a eu une séance de travail avec la partie nigérienne. Des échanges qui ont duré plus d'une heure d'horloge à l'issue desquels le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba s'est confié à la presse en ces termes. Vous savez que la question de l'insécurité dans la zone des trois frontières est préoccupante. Donc c'est à ce titre que nous avons rendu la visite ce matin au président nigérien pour examiner un peu les défis auxquels on fait face au niveau de nos zones frontalières et trouver ensemble de nouvelles dynamiques ou de bonnes approches pour essayer de faire face. Notons qu'auparavant, le président de la République du Niger, Mohamed Bazoum, dans la pure tradition africaine du Niger, a offert un cadeau symbolique à son hôte du jour pour marquer son passage dans la capitale nigérienne. Une visite certes brève, mais pleine de sens car portant sur la recherche des voies et moyens permettant de ramener la paix et la quiétude sociale dans le Sahel en général et dans la zone des trois frontières en particulier. La résidence de l'ambassadeur de la République islamique du Pakistan au Niger a servi de cadre hier à la commémoration du décès du père fondateur du Pakistan. C'était en présence de plusieurs invités comme nous le rapportent Nasser Sedou et Ibrahim Boubacar. C'est par la lecture de ces quelques versets coraniques que débute la cérémonie commémorative du décès du père fondateur de la République islamique du Pakistan. Portée par la représentation diplomatique pakistanaise au Niger, cette cérémonie vise à honorer la mémoire d'un homme dont l'engagement a permis la naissance d'une république pakistanaise libre et indépendante. To commemorate and remember a great person in the history. La République islamique du Pakistan a été créée en 1947 après une longue lutte pour l'indépendance menée par notre leader bien aimé, le père fondateur Quaid-e-Azam Ali Jinnah, mais d'une manière démocratique. Ce n'était pas une lutte violente, c'était une lutte démocratique parce que lui-même étant un démocrate et étant avocat de formation, ils ont mené cette lutte-là de manière démocratique à travers toutes les lois, les procédures légales pour obtenir l'indépendance du Pakistan en 1947, le 14 août exactement 1947. Mais avant cela, le sous-continent indien a été colonisé par les Britanniques. Et avant l'arrivée des Britanniques en 1956 déjà, ce sous-continent indien était sous le règne de l'Empire moghol. Lorsque les Britanniques sont venus en 1956, ils étaient arrivés d'abord sous une forme de société commerciale ou société explorative. C'est en 1757 que ça a été officiellement reconnu que la présence des Britanniques dans le sous-continent indien était une présence d'occupation, était une présence coloniale. Et ils ont donc régné de 1757 à 1857. Et c'est en 1947 que l'indépendance a été obtenue, soit après 90 ans de règne. Formal colonial government's 90 years, independence was achieved.
Il a poursuivi son allocution en concentrant son intervention sur les valeurs fondamentales ayant caractérisé l'homme tout au long de son parcours. Plusieurs invités ont été conviés à prendre part à cette importante cérémonie, tels que le recteur de l'Université tunisienne au Niger et l'ancien président de la Commission nationale des droits humains, CNDH. Fin hier après-midi du tournoi de grandes vacances du quartier d'Arslam, c'est dans le deuxième arrondissement communal de la ville de Niamey. La finale a mis aux prises deux équipes donc, de ce quartier, à savoir Liverpool FC et puis le club Super Club de Lazare. Et c'était en présence d'un nombre important d'amateurs du ballon rond, comme le rapporte Abdel Nasser Seydou et Boubacar Ibrahim. Ces coups de sifflet mettant aux prises, Liverpool FC en bleu et Super Club en vert marque le début du match comptant pour la finale de la 13e édition du tournoi des grandes vacances du quartier Dar es Salaam. Occasion saisie par le président du comité d'organisation pour souligner la particularité de cette 13e édition tout en tirant un bilan qu'il dit satisfaisant. Le bilan que nous pouvons tirer, c'est un bilan très satisfaisant. C'est un bilan de devoir accompli parce que chaque année a un défi à relever. Dieu merci, cette année on a pu relever le défi. Et on est à la finale, il y a l'équipe de Super Club qui a gagné. Et l'équipe de Liverpool n'a pas aussi démérité, c'est la loi du football. Il faut un gagnant et un perdant. Vraiment c'est un bilan très satisfaisant. En tout cas, les objectifs de cette année ont été atteints. Et vous n'êtes pas sans savoir que cette année, on a même augmenté le prix, les prix du moins, le premier prix, le deuxième prix et le troisième prix. Et donc sans pour autant augmenter au prix de participation. Abondant dans le même sens, le traditionnel parrain du DTGV n'a pas manqué de saluer le concours des uns et des autres ayant permis l'atteinte des objectifs assignés à ce grand rendez-vous sportif. Il faut dire que la 13e édition aura répondu à toutes nos attentes. La loi du sport a prévalu et aujourd'hui la victoire n'est pas individuelle mais collective. Et je me dois, comme à l'accoutumée, d'exprimer ma gratitude à tous ceux qui sont là avec nous dès le départ. Et naturellement en pensant à eux, comme je l'ai toujours fait, c'est d'abord Baba Alpha. Vous vous rappelez qu'il faisait partie de ceux qui avaient accompagné ce tournoi à ses débuts. Je me dois de féliciter les FDS qui, de manière professionnelle, ont assuré la sécurité, en tout cas des matchs. Et je suis heureux de constater que le comité d'organisation en a tenu compte en leur descendant un témoignage de satisfaction. Après plus de 90 minutes de temps réglementaire, les deux équipes se sont séparées sur un score de 0 but partout malgré les multiples occasions enregistrées des deux côtés. C'est donc par une séance de tir au but qu'elles ont pu être départagées, à l'issue de laquelle Super Club de Lazare s'est imposé sur Liverpool FC de Dar es Salaam sur un score de 5 tirs concrétisés à 4. Voilà, et pour refermer ce journal, nous vous proposons ce dossier sur un feuilleton judiciaire qui vient de s'ouvrir entre deux consortiums d'agences de pèlerinage et de Oumara. Deux consortiums d'agences de pèlerinage et de Oumara, des consortiums d'agences nigériens, et le COHO, le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumara, relativement à l'organisation de l'édition 2022 du Hajj. Ces deux consortiums, ce consortium plutôt, a décidé d'ester en justice contre le COHO pour manquement grave dans l'organisation du Hajj 2022 avec comme objectif la manifestation de la vérité sur le fiasco qui l'a caractérisé, l'organisation de ce Hajj 2022, mais aussi la réparation des préjudices causés à plus de 2000 pèlerins selon ces deux consortiums. Je propose donc de suivre ce dossier signé par nos confrères de la télévision Canal 3 Niger. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. On peut tromper une partie du peuple tout le temps et tout le peuple une partie du temps. Mais on ne peut pas tromper tout le peuple tout le temps. Cette célèbre phrase de l'ex et défunt président américain Abraham Lincoln pour mettre aujourd'hui en évidence les impairs du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra COHO
qui, à travers une communication fumeuse et boiteuse, a voulu faire passer la pilule de son échec patent de l'organisation du Hajj 2022 comme une lettre à la poste. Avec cette communication du cabinet du Premier ministre en Conseil des ministres le 4 août dernier, faisant cas d'un Hajj 2022 qui s'est passé dans l'ensemble dans de bonnes conditions. C'est dire combien, lors de ce Conseil des ministres, le cabinet du Premier ministre a voulu enfumer le président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum, qui s'est personnellement investi pour arracher une dérogation aux pèlerins nigériens et fort malheureusement tombé à l'eau en raison de l'incompétence du COHO et de l'avionnaire. Comme le dit l'adage, à beau mentir, la vérité finira toujours par jaillir. Et aujourd'hui, ce sont des procès en cascade contre le COHO intentés par des consortiums d'agences de pèlerinage. La première assignation en justice du COHO émane d'un groupe de 10 agences avec un nombre de pèlerins estimé à 2120. Des agences harcelées au quotidien par les pèlerins laissés sur le carreau, exigeant leur remboursement. Depuis la fin du Hajj, les pèlerins en effet qui n'ont pas effectué ce pèlerinage, alors qu'on leur avait donné tous les gages de le remplir, font des va-et-vient au niveau des agences de pèlerinage pour réclamer leur argent. Ces 10 premières agences qui ont engagé cette procédure contre le COHO devant les tribunaux ont perdu plusieurs de leurs contrats d'hébergement en Arabie Saoudite du fait que leurs 2120 pèlerins sont arrivés en retard sur les lieux saints par la faute du COHO. Un deuxième consortium composé de 5 agences avec 158 pèlerins ont traîné le COHO devant la justice pour réparation des préjudices causés par celui-ci lors du dernier Hajj. Et pour ce deuxième groupe d'agences, le procès contre le COHO est prévu ce 28 septembre. À tout point de vue, l'on est tenté de se demander à quoi sert encore l'administration du COHO qui, sur les 12 mois de l'année, doit donner la preuve de son efficacité, voire de son bien fondé sur un seul mois, celui du Hajj, et qu'au finish, l'organisation du Hajj 2022 soit ponctée d'autant de désagréments, de ratés liés aux défaillances du COHO et sanctionnés par des procès en série. Que dire encore de toutes ces agences de pèlerinage professionnelles qui organisent sur l'ensemble de l'année civile régulièrement des opérations de Umrah et depuis Belle Lurette avec brio le Hajj, victimes de rupture d'égalité du COHO et qui sont envahis par les pèlerins pour les mêmes raisons, à savoir le remboursement. Jamais de l'histoire récente de l'organisation du Hajj, le COHO n'a péché par tant d'incohérence, d'incompétence et d'incapacité que cette année, avec des manques à gagner énormes pour l'État du Niger, les agences de pèlerinage, sans oublier le traumatisme psychologique vécu avant, pendant et après ce Hajj 2022 par les pèlerins sans exception. Le COHO version 2022 a été une véritable boîte de Pandore que le chef de l'État doit vite refermer. Aujourd'hui, avec cette cascade de procès contre le COHO et toutes les défaillances mises en relief par la presse en lien avec l'organisation chaotique du Hajj 2022, Monsieur le Président de la République, il est temps de nettoyer l'écurie d'Augias qu'est devenu le COHO, une institution budgétivore qui semble être minée par le clientélisme, l'affairisme et incompétente à remplir sa mission. C'est l'heure également à la Halcia et toutes les institutions œuvrant pour une orthodoxie financière, une bonne gouvernance au Niger, de diligenter des enquêtes, des inspections au COHO pour que les pèlerins nigériens ne puissent plus vivre les traumas et stress vécus lors du pèlerinage 2022. Un audit du système de gestion automatisé du Hajj et de la Umrah, GAO, s'impose aussi pour une équité et une égalité de chances entre les agences de pèlerinage. En attendant de voir l'issue de ces procès à l'encontre du COHO, œuvre de 2 consortiums d'agences de pèlerinage pour manquement grave de celui-ci ayant porté préjudice à leurs activités et l'intérêt de leurs pèlerins, l'opinion publique nationale, contrairement aux syndicats du domaine de l'organisation du Hajj qui sont restés transparents, mieux, attitude qui s'assimile à jeter leurs militants que sont les responsables d'agences et par ricochet les pèlerins en pâture, eh bien, l'opinion publique, disais-je, s'attend à une refonte profonde du COHO pour que celui-ci réponde à l'esprit originel de ceux qui l'ont pensé, à savoir mettre fin à l'amateurisme et au désordre de l'organisation du Hajj et à la lumière chaos ayant caractérisé le Hajj 2022. On peut dire sans risque de se tromper ou encore moins tenter de tromper le peuple que le COHO dans sa version actuelle, spécialisée dans le dilatoire, la démagogie, le rafistolage, est très loin du compte pour être cet instrument sur lequel le Niger peut et doit compter pour une organisation professionnelle et exemplaire du Hajj.